Cosa Vostra. L'intérêt pour l'État, c'est un intérêt, et c'est un des rares sujets sur lesquels il y a peu de divergences politiques. Et tant mieux, et j'aime le souligner. En fait, moi, c'est une des raisons pour lesquelles, avec Benjamin, on s'est lancé sur ce sujet. C'est qu'il n'y a pas de divergence parce que c'est une logique de partage de la valeur, de partage du profit qui est intéressant pour l'entreprise et pour le collaborateur. Donc, tout le monde y voit un intérêt. Et l'État, son intérêt, il est double. C'est d'inciter les entreprises à aussi partager une partie de la valeur. Et c'est une façon d'augmenter le package salarial dans une entreprise aussi à moindre coût, d'intéresser tout le monde à la réussite de l'entreprise. Donc, ça, c'est des choses qui politiquement sont quand même assez favorables. Et en fait, l'autre intérêt, d'un point de vue plutôt, l'autre intérêt à Bercy, c'est que, en gros, quand les collaborateurs vont avoir le choix de placer leur épargne, s'ils la bloquent pendant 5 ans ou s'ils la bloquent jusqu'à la retraite, ça constitue de l'épargne longue avec derrière des véhicules d'investissement qui vont permettre de recycler cette épargne dans l'économie française. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Deuxième prise, me revoici avec Julien, ou me voici pour vous avec Julien Niquet. Salut Julien. Bonjour. Voilà, on est en train de parler de ton camion. Exactement. J'ai le droit de parler de ton camion. Tu peux parler de mon camion. Parce que Julien m'expliquait qu'il avait eu un troisième enfant qui était une paire de jumeaux, ce qui fait que derrière il y a un nombre d'incidences, voilà. Est-ce que ça n'a pas de lien du tout avec notre épisode du jour ? On doit pouvoir trouver un moyen de le relier, tu vois. On doit pouvoir, j'en ai un. Ouais. J'ai un petit, le troisième enfant, un cas de déblocage de l'épargne salariale. Bon, c'est assez éloigné quand même. C'est vrai. Ça va très, très loin. Mais voilà, on va parler alors d'un sujet. Je commence souvent ces épisodes par un sujet beaucoup plus chiant, tu vois. Donc c'était un peu la blague hier quand on s'est parlé pour la première fois, Julien, mais qui est de dire comment, tu vois, après un épisode sur les retraites que j'ai adoré, comment faire un épisode intéressant sur l'épargne salariale pour tout le monde et comprendre pourquoi il y a matière à se pencher sur tout ça, qu'on soit employé, entrepreneur, indépendant, ça marche ou pas ? Ça peut marcher aussi. Ouais. Voilà, pourquoi notamment fiscalement c'est super bien fait, mais aussi finalement socialement. Donc à plein de niveaux, c'est un outil qui a été créé pour, si je comprends bien, vraiment pousser à l'épargne et à l'investissement et pousser les entreprises à impliquer leurs employés dans des objectifs quels qu'ils soient, business souvent, voilà, c'est ça un peu. Exactement. En fait, c'est un dispositif de partage de la valeur en entreprise qui incite les entreprises en fait à partager une partie de la valeur créée et l'entreprise va fixer des objectifs collectifs qu'on va atteindre et si on atteint ces objectifs, l'entreprise va distribuer une prime collective à l'ensemble de ses collaborateurs dans un cadre fiscal hyper avantageux, qui est hyper intéressant pour l'entreprise fiscalement, mais aussi pour le salarié. Alors, création de valeur, ça veut dire qu'il faut être dans des entreprises qui sont bénéficiaires ? Pas uniquement. En fait, la création de valeur, c'est finalement la valeur que tu crées, mais pas uniquement la valeur financière. Tu peux être sur des objectifs de performance et pas uniquement de résultats financiers. Donc, ça peut être dans des entreprises relativement récentes qui sont pas encore bénéficiaires ou qui étaient déficitaires et qui ont vocation à devenir bénéficiaires, évidemment. Doubler le chiffre d'affaires. Doubler le chiffre d'affaires, atteindre l'équilibre à tel horizon. Ça peut être niveau de qualité de la production, par exemple. Ça peut être un taux de satisfaction des utilisateurs. On peut vraiment utiliser tout type d'indicateurs dans certains des mécanismes de l'épargne salariale. Et si je me trompe pas, ou si j'ai bien compris, c'est quand même, parce qu'il faut le vendre ce truc pour dire à quel point ça peut être intéressant, c'est vraiment un truc de tueur de A à Z, parce que si tu le fais dans les règles de l'art, tu peux avoir 0 imposition du bénéfice, du bénéfice
net après IS quand même. Il y a probablement l'impôt sur les sociétés, j'imagine. Donc de l'argent qu'a gagné la société jusqu'au moment où ça rentre définitivement dans la poche de l'employé, avec 0 imposition et pour la société et pour l'employé. Il y a presque rien. Alors c'est même déductible de l'IS, c'est-à-dire que par exemple, ce qu'on adore chez Epsor, c'est l'intéressement. L'intéressement, c'est vraiment, je définis des règles dans l'entreprise, je me mets d'accord au niveau de l'entreprise, rien d'obligatoire, je passe un contrat avec les salariés, si je l'atteins, je verse une prime collective dont je définis les règles en amont. Cette prime, en fait, si par exemple je distribue 1 000 € à un collaborateur, je vais lui verser 1 000 € brut, ça va me coûter 1 000 € moi en tant qu'employeur. C'est quand même assez rare ça, parce que tu le sais, normalement tu as des charges patronales, donc ça coûte quand même hyper cher. Voilà, donc voilà, déjà on est à 100%. Donc ça veut dire que le brut, employeur égale le super brut. Moi ça me coûte 2 000 € en tant qu'employeur, toi tu reçois 1 000 € en tant que salarié, mais toi t'as pas fini. Puisque probablement, tu as de l'impôt sur le revenu et tu as d'autres formes d'impôts. Donc en fait, toi, à la fin, tu vas récupérer 700 balles. Quoi. Exactement. Toi, d'habitude, l'employeur, ça le coûte 2000. On t'annonce 1000 brut. Ensuite, tu vas avoir 700, enfin, plutôt, 750 net. Et ensuite, là-dessus, tu vas payer de l'impôt sur le revenu. Donc, en fonction de ton taux d'imposition à toi, tu peux descendre. Soit tu restes à 750, soit tu vas descendre jusqu'à 550, quoi. Donc, ça peut, de 550 à 2000, il y a quand même un vrai gap. Donc, là, il faut juste, si je reprends sur 100, par exemple, là, dans notre exemple, on a à peu près 100 de valeur générée par la boîte, 25 dans la poche net de l'employé. Donc, moi, si tu réussis à me dire, j'ai alors tu m'as dit, on y est presque, mais tu vas m'expliquer après, à me dire, j'ai un dispositif qui te permet de dire, tiens, si tu donnes 100 de primes, si ça te coûte 100, et l'employé en a 100, en effet, je pense que mes employés seront contents. Si vous êtes dans ce cas-là employé, vous devriez pouvoir, vous bénéficiez pas de ça. Ou d'ailleurs, on va essayer de voir pourquoi ça peut être intéressant de passer. Alors toi, tu étais spécialiste là-dedans, je t'ai pas dit, mais tu es le patron d'Epsor, fondateur de cette boîte. Mais il y a aussi des mécanismes qui font que aujourd'hui, on doit pouvoir faire mieux l'épargne salariale que ça n'a été fait auparavant. On y verra plus tard dans l'épisode. Mais donc voilà, comment je fais pour donner 100 et que ça me coûte 100 ou presque? Alors, ou presque. En fait, les 100 toi que l'entreprise tu vas donner, 100 donneront 100 brut pour le collaborateur. Et c'est juste qu'entre le 100 brut et le net, il va y avoir un peu de CSG-CRDS. Donc, il y a 9,7%. En gros, la CSG-CRDS, dès qu'il y a 90,3. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, tu passes à 90,3. La CSG-CRDS, dès qu'il y a un flux entre deux personnes, globalement, il y a de la CSG-CRDS qui se cache quelque part. Et donc, il y a juste ces 90,3 qui sont proposés aux salariés. Et ensuite, le salarié, lui, soit il a 2 possibilités, soit il place cette prime et il la bloque pendant 5 ans ou jusqu'à sa retraite. Et dans ce cas-là, il perçoit ses 90,3 et il les place et il n'aura pas d'imposition ni maintenant ni plus tard sur cette somme. Soit il les prend maintenant sur son compte bancaire. Si jamais il a besoin de liquidité ou si jamais il n'est pas imposable sur le revenu, il peut prendre ça directement sur son compte bancaire. Il peut les percevoir sur son compte bancaire et là, soit ça reste à 90,3 s'il n'a pas d'impôt sur le revenu. S'il est imposable, il va être imposé sur cette somme. Donc on a un vrai intérêt. Alors plus on est imposable sur le revenu, plus c'est intéressant en tant que salarié, mais quoi qu'il arrive, ça reste intéressant en termes de justement d'efficacité, on va dire, sur la fiscalité. Je reviens sur l'exemple tout à l'heure, pour avoir ces 90,3, tout à l'heure, on était entre un coût pour l'entreprise un coût total qui était de 350, 300, 400, quelque chose comme ça. Donc c'est juste énorme tout ça. Alors, quel intérêt pour l'État de proposer ça, du coup ? En fait, l'intérêt pour l'État, c'est un des rares sujets sur lesquels il y a peu de divergences politiques. Et tant mieux, et j'aime le souligner. En fait, moi, c'est une des raisons pour lesquelles, avec Benjamin, on s'est lancé sur ce sujet. C'est qu'il n'y a pas de divergence parce que c'est une logique de partage de la valeur, de partage du profit qui est intéressant pour l'entreprise et pour le collaborateur. Donc, tout le monde y voit un intérêt. Et l'État, son intérêt, il est double. C'est d'inciter les entreprises à aussi partager une partie de la valeur. Et c'est une façon d'augmenter le package salarial dans une entreprise aussi à moindre coût, d'intéresser tout le monde à la réussite de l'entreprise. Donc, ça, c'est des choses qui politiquement sont quand même assez favorables. Et en fait, l'autre intérêt, d'un point de vue plutôt, l'autre intérêt à Bercy, c'est que, en gros,
quand les collaborateurs vont avoir le choix de placer leur épargne, s'ils la bloquent pendant 5 ans ou s'ils la bloquent jusqu'à la retraite, ça constitue de l'épargne longue avec derrière des véhicules d'investissement qui vont permettre de recycler cette épargne dans l'économie française, dans l'investissement dans des entreprises françaises. Ce qui veut dire que si j'ai une centaine d'employés, que ces 100 employés gardent ces 90 euros, 90,3, ça va tout de suite me faire 9 000 euros à investir dans du long terme, enfin moyen long terme, 5 ans ou plus. Dans des boîtes, alors là ça dépend des fonds qu'on choisit, on pourra parler un peu de ça tout à l'heure. Donc il y a juste deux, trois notions que je voudrais voir. Tu dis 5 ans ou jusqu'à la retraite. Mais du coup, moi j'ai envie de te dire 5 ans, s'il n'y a pas de carotte entre 5 ans et jusqu'à la retraite. En fait, ça dépend des salariés, mais c'est sûr que un jeune actif qui a 25 ans, déjà souvent il place pas la première fois. Au bout d'un moment, il va se mettre à placer, il va utiliser son épargne 5 ans, et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure qu'on s'approche de la retraite, très souvent on commence à y penser, et donc on se dit tiens, je vais commencer à placer sur mon plan d'épargne retraite parce que finalement, c'est dans la construction de mon épargne personnelle. Il faut d'abord que je me constitue un matelas de sécurité court terme. Ensuite, je vais essayer d'abord de travailler le moyen terme. Puis au fur et à mesure, je vais commencer à penser au long terme. On devrait commencer à penser au long terme le plus tôt possible, mais comme tout le monde, on procrastine et on attend, c'est normal. Mais du coup, le plan d'épargne retraite est intéressant aussi pour l'affectation de ces primes d'intéressement ou de participation, donc de ces fameuses primes. Et après, pourquoi parfois je vais utiliser le plan retraite plutôt que uniquement un blocage 5 ans, c'est à la fois mon intérêt personnel, mais aussi parce que parfois l'entreprise va mettre un booster, exactement, un incentive à aller encore plus sur le plan retraite. Il peut y avoir ce qu'on appelle de l'abondement, c'est-à-dire que si moi je place sur mon plan retraite, si je place sur mon PEE, l'entreprise parfois va ajouter encore une somme supplémentaire. Pourquoi ? En fait, c'est une question de construction de la politique salariale et de la marque employeur. C'est vraiment l'entreprise qui va vouloir accompagner le salarié dans le financement de ses projets moyens et long terme. Okay. Tu parlais d'un épisode sur la retraite. En l'occurrence, la retraite, c'est une des plus grosses inquiétudes qu'il peut utiliser chez les salariés dans leur projet à long terme. Et en tout cas, dans les études qu'on voit, les salariés jugent que l'entreprise doit jouer un rôle là-dessus, jouer un rôle d'anticipation, un rôle de préparation. Et donc, l'entreprise peut être un endroit où on va travailler sur ce sujet. Je comprends. Les autres questions, c'est finalement, une boîte, elle pourrait avoir intérêt à mettre tous ses employés au SMIC et tout le reste sur... Non, mais tu vois, pour une question, le patron vicieux qui te parle, mais je suis pas du tout comme ça, hein, mais il y a des limites, je veux dire. Et alors, j'ai 1 million de questions. Est-ce qu'il y a des limites financières jusqu'où je peux aller ? Oui. Et d'autre part, est-ce que je peux en faire bénéficier qu'une partie ? Est-ce que je peux faire ça que sur une partie des revenus de l'entreprise ? Parce qu'il y a un autre truc qui est pérenne et puis ça n'a rien à voir avec le business. Voilà, toutes ces questions que tu as souvent, j'imagine. Oui. Alors, ça peut toucher, ça peut différencier un peu les populations de l'entreprise, mais globalement, ça touche forcément tout le monde. Donc, on est vraiment sur un dispositif collectif. C'est un peu il y a quelques conditions qui sont posées par la loi justement pour éviter un peu les dérives et qui peuvent quand même parfois être un peu là. Donc, il faut faire attention. Oui, parce que souvent, les gens du back-office, la compta, tout ça, c'est les grands oubliés de ces plans de rétribution, etc. Eux, ils participent ni à la prod, ni aux revenus. Donc, on se dit, tiens, à toi, t'as pas besoin de gagner plus. Un peu de côté, quoi. Voilà, ouais. Donc là, pour le coup, il y a une protection. Moi, je vous aime, les gens de la compta, je vous le dis. Hein, mais... Moi aussi, surtout chez EPSA. Mais en fait, il y a l'obligation que ce soit collectif, donc ça va toucher l'ensemble des collaborateurs, et ça, c'est vraiment un sujet hyper important. Ce qui fait que j'ai souvenir d'avoir interrogé des patrons d'entreprise qui disent « Oh, mais moi, tout ce qui est collectif, je déteste, donc je ne veux pas. » Enfin voilà, pour le coup, nous, ça fait partie de nos valeurs, donc il faut avoir envie de ça. Gens qui disent ça, tiens. Très bonne vibe. Pour le coup, ça nous est pas arrivé très souvent. Mais quand on est dans... Il y a des gros groupes qui ont parfois cette culture-là, donc ça arrive. Mais du coup, il y a ce sujet, c'est collectif, où il y a des plafonds individuels et collectifs qui sont quand même assez élevés. Hein. J'aurais les noms en off des gros groupes, mais ouais, je les aurais pas. Pardon. Je fais un petit peu name dropping un peu plus tard. Mais du coup, t'as des plafonds, évidemment, pour éviter d'aller trop loin là-dedans.
Et après, il y a un sujet aussi par rapport à est-ce que je mets tout le monde au SMIC et tout. Globalement, les salariés ont besoin aussi. C'est une question d'équilibre de ta politique salariale. C'est-à-dire que d'abord, si tout le monde était au SMIC, tu pourrais pas aller au plafond, puisque sur l'intéressement, par exemple, c'est 20% de la masse salariale. Tu peux pas aller au-delà de ça. C'est élevé. Il y a des plafonds individuels, c'est jusqu'à 30 000 euros par personne, donc c'est quand même très élevé. D'accord, je peux pas donner plus de 30 000 euros par an en épargne salariale par collaborateur, et je peux pas donner collectivement plus de 20% de la masse salariale. Ça, c'est que sur l'intéressement. Et en fait, ce plafond de 30 000, tu l'as aussi sur la participation, plus un autre plafond de 10 000 sur l'abondement. Donc, tu peux aller jusqu'à des montants vraiment élevés. Tu peux aller jusqu'à 70 000 euros individuels. Et après, des plafonds collectifs qui dépendent de ces différents flux de primes qui existent. Donc, oui, c'est la planche à billets. Moi, mais je donne énormément à mes collaborateurs, moi, tu sais. C'est bon. Ah bah, je viens postuler avec 70 000 euros de primes par an, c'est pas mal. Et après, ces plafonds-là sont vraiment très rarement atteints. On parle souvent de secteurs qui sont très favorisés, ou de structures petites, où justement on va avoir une structure de rémunération très ramassée. Dans les banques peut-être, la finance, mais du coup, c'est obligé de donner à tout le monde. Dans les banques, ils donnent que aux traders qui gagnent. C'est ça, exactement. Donc dans les banques, ça a été très longtemps un outil de rémunération vraiment beaucoup utilisé, très fortement utilisé. Il y a des grands groupes, L'Oréal, ça fait partie de sa philosophie depuis très longtemps d'avoir une logique de partage de la valeur sur la participation, l'intéressement depuis vraiment plusieurs dizaines d'années, et avec derrière une logique d'actionnariat salarié qui est vraiment très forte. Donc tu peux avoir des grands groupes qui sont vraiment qui sont très exemplaires et qui utilisent beaucoup ça, comme le groupe Auchan. Il y a vraiment des... C'est PSA, je crois, qu'a fait. Mais moi, ce qui m'avait complètement scotché, c'était il y a quelques années Volkswagen qui avait fait une prime, je sais pas si tu te souviens, mais je crois assez dingue, 8 000, 9 000 euros à tous ses collaborateurs, l'ensemble des centaines de milliers de collaborateurs en fin d'année. Je crois que PSA a fait ça l'année dernière. Alors je sais pas j'imagine qu'ils utilisent ce type de mécanisme, parce que PSA l'a fait avec l'épargne salariale. Ouais. Là où Volkswagen à l'époque l'avait pas fait comme ça, parce que c'était un truc groupe qui venait d'Allemagne, et donc tout le monde se fait un peu imposer partout. Mais oui, l'année dernière, PSA l'a fait avec ces mécanismes-là, et pour le coup, c'est hyper intéressant. Ça laisse beaucoup de liberté aux collaborateurs. Tu peux le choisir, tu peux le prendre, tu peux ne pas le prendre, ça dépend de ta situation personnelle. Et c'est justement là où il y a souvent un sujet, c'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le placer, pas le placer? C'est souvent une inquiétude pour eux. Et alors en effet, ça dépend de ton cas personnel, mais idéalement, il faut réussir à le placer, parce que la friction est quand même importante, quoi. Ou alors, si tu payes pas d'impôt d'IR, peut-être qu'en fait tu t'en fous, mais c'est ça. Et nous, moi je vis plus dans un univers de PME, TPE, voire free, pas free, mais on va dire jeunes entreprises innovantes dans la tech, etc. C'est des choses qui sont assez peu utilisées. Ça vient. C'est ce que vous essayez de régler avec Epsor, du coup, ou un peu ou... Alors nous, avec Epsor, on facilite vraiment la mise en place, on accompagne. C'est rarement la priorité d'une startup qui se crée. Rarement dans cette logique-là. Tu te dis que c'est pas forcément fait pour toi. En fait, il y a pas mal de trucs à tuer, en fait, pour réussir à équiper des startups. Ouais, alors que je pourrais t'arrêter, parce qu'en l'occurrence, justement, une des priorités des startups, c'est quand même le partage de valeur. Exactement. Et ça coûte cher, le partage de valeur, soit en actions, soit en impôts. Tout à fait. Voilà, donc finalement, si t'es aware, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, eh bien, si t'es au courant de ce type de pratiques, voilà. Après, en effet, j'imagine que c'est pas, alors, tu vas me dire, mais non, nous, chez Epsor, c'est ce qu'on fait, mais c'est pas hyper simple à mettre en place. Je vais pas juste rentrer mon cabis sur Epsor, et puis tu vas voir Julien Niquet qui débarque et qui dit, hop, c'est bon, t'as ton truc. C'est à peu près aussi simple, honnêtement. Non, mais honnêtement, c'est à peu près aussi simple. On a des entreprises qui s'équipent, vraiment, en 2-3 jours, à distance, sans difficulté, parce que, voilà, mettre en place un accord d'intéressement, pour une startup, on a des choses vraiment hyper simples à proposer, qui permettent d'utiliser le dispositif et de partager de la valeur simplement. Tu vois, chez nous, évidemment, on est cordonnier, donc mais là on n'est pas les plus mal chaussés en ce qui nous concerne, mais on a mis en place dès le premier salarié de l'épargne salariale, un accord d'intéressement qui existe depuis 3 ans maintenant. L'accord est toujours là, et là on est en train de le modifier pour l'ajuster au setup qu'on a aujourd'hui, tu vois, mais ça nous permet
de partager la croissance qu'on crée sans être forcément dans de l'action, parce que tu parlais des actions, effectivement, distribuer des actions, c'est d'abord lourd, c'est engageant, c'est pas palpable pour pas mal de salariés. Tu parles de PSPCE, tout le monde se dit mais de quoi on me parle? Oui, c'est pas liquide, quoi. C'est pas liquide, les gens comprennent pas forcément. Alors ça retient peut-être un peu plus les salariés de temps en temps, mais oui, pas forcément pour les bonnes raisons. Exactement, pas forcément pour les bonnes raisons. Et si je me mets dans la peau d'un salarié, pardon, j'avais une autre question. Tu disais qu'on peut aider une personne. Oui, moi, ce qui m'effraie, plus là dans la peau d'un entrepreneur ou d'un patron, c'est quand même tous les contrats que tu mets autour. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui sont, les objectifs, les engagements, etc. C'est juste 4 chiffres à remplir et puis derrière, tout est fait automatiquement chez vous. Ok. Tout à fait. Okay. L'idée, c'est vraiment de donner l'essence à l'intérieur. Nous, on propose des critères de ce qu'on a l'habitude de voir en fonction de la typologie de l'entreprise. Et derrière, l'entreprise, elle l'adapte ou elle se laisse guider et tout l'administratif suit pour elle. Ok. Là-dessus, il y a vraiment toujours 1 million de questions qui me viennent. Et tout à l'heure, je te demandais. Sur la partie du revenu, c'est forcément sur 100% de l'activité du chiffre d'affaires, ou est-ce que je peux dire j'ai une activité historique qui me rapporte tant, mais je veux faire de la croissance sur celle-là, donc ce plan ne concerne que cette partie sur laquelle je veux faire de la croissance? Alors l'indicateur que tu vas utiliser dans un accord peut ne concerner qu'une partie. Mais après, tu vas devoir couvrir l'ensemble des salariés vont être couverts par la croissance de cette partie. Okay. Mais tu peux effectivement dire, moi, ma priorité pour les 3 années qui viennent, c'est vraiment de développer telle activité. Et donc, je vais intéresser l'ensemble de l'entreprise à la croissance de cette activité-là. Ok, ça peut être indifféremment du chiffre d'affaires ou de la rentabilité ou des deux. Complètement. Ok. Donc ouais, si je suis salarié et que je bénéficie pas de tout ça, ça peut être intéressant d'aller sonner à la porte de ma patronne, de mon patron, et de lui dire attends, regarde, il y a ce truc qui existe finalement à la fin de l'année. Alors nous, on a utilisé par exemple des primes Macron cette année, mais c'était un peu différent, donc je crois que c'était un peu exonéré de plein de choses, mais c'était pour une année exceptionnelle avec un montant maximum, etc., etc. Et là, dans une année normale, en fait, et puis surtout. C'est un plan, donc c'est sur plusieurs années. C'est ce qui est intéressant, j'imagine. La prime Macron, l'intéressement, c'est la prime Macron tous les ans, tout le temps. Donc en fait, c'est le même régime fiscal, c'est le même intérêt pour l'entreprise. Et tu sais que tu poses des questions à l'entrepreneur qui réveille l'entrepreneur en toi, et qui des questions d'entrepreneur, mais en tant que salarié, en fait, soit on a la chance d'en bénéficier. Franchement, c'est un super dispositif, on s'en rend pas toujours compte, on y reviendra après, mais on voit pas forcément tout l'intérêt de ce dispositif-là. Et il faut le ressouligner. Si on n'en a pas, en fait, soit on est dans une petite structure où on peut en parler de ses avantages à son patron, soit il y a un endroit où on en parle assez souvent et on est de plus en plus sollicité par ces organes-là. C'est le CSE d'une entreprise qui a quand même été pas mal simplifié justement par les ordonnances Macron et Pénicaud, et ça permet d'avoir un lieu de dialogue social où ce sujet-là est souvent assez évoqué, et on a de plus en plus de CSE qui nous contactent en nous disant est-ce que vous pouvez venir en parler dans l'entreprise pour qu'on comprenne bien l'intérêt ou pas. Après, nous, notre activité, elle porte surtout de plus en plus sur des entreprises qui sont déjà équipées de ces accords-là et qui viennent chez nous pour tout l'accompagnement qu'on va opérer auprès du salarié une fois que le sujet est mis en place, parce que t'as beau avoir un super dispositif fiscal pour l'entreprise et les salariés, si le salarié se l'approprie pas, si le salarié ne le comprend pas, s'il est perdu face à ça, t'as beau avoir un super avantage au niveau de ta marque employeur, si les gens ne comprennent pas, en fait, il est pas perçu à sa juste valeur. Sachant qu'attends, parce que on va venir sur, il y a quand même une question d'investissement quand même là-dessus, c'est-à-dire que tu as peut-être des fonds plus ou moins garantis, mais tu as aussi des fonds derrière, tu peux mettre cet argent sur des fonds qui sont plus ou moins dynamiques, risqués, etc. Donc tu peux aussi, je sais pas si tu peux doubler, mais en tout cas, tu peux diviser par 2 ou par 3 la valeur de ton truc, ou la multiplier si tu as fait les bons choix. On va venir sur comment tu fais ces choix. Mais ce que je voulais te dire, là, j'étais en train de regarder les notes que j'ai avec mon conseiller Rodrigue Lee, qui je crois n'est plus chez AG2R, mais qui m'a fait ouvrir là en tant que, tu vois, c'est quoi
Madelin, prévoyance invalidité, assurance vie, mondial retraite. Et en fait, tu vois, j'avais noté à ce moment-là parce que je sais que alors moi, comme tu vois, ça ne m'intéresse pas toutes ces choses-là, mais je sais qu'il faut le faire. Donc j'avais noté, tu vois, en 2015, je vois 2016, 2017. À chaque fois, je mets ce à quoi j'ai droit, ce machin. Je partage avec ma femme après parce que je me dis, ces assureurs, le jour où il m'arrive un truc, ils viendront pas chercher nécessairement. Et mais tu vois, en fait, on t'explique plein de choses, ça fait plein de chiffres, plein de machins, combien ça te coûte, etc., comment. Et en fait, à la fin, si tu le gardes 5 ans, tu fais 6, et puis en fait, tu mélanges tout, quoi. Et je pense que c'est là où j'espère que vous apportez un truc un peu mieux. C'est aussi tu vois, des alertes, des choses, des choix, des options, etc. Parce qu'en fait, moi, en fait, tu vois, on parle après à la fin de phobie administrative, mais moi, je suis pas complètement phobique administrative, c'est pas, tu vois, je peux pas me définir comme tel, mais au final, un peu quand même, parce que en fait, faut tellement retenir de trucs qui sont accessoires. Moi, comme tout le monde, quoi. Mon quotidien, c'est mon camion avec mes 4 enfants. Non, j'en ai pas 4, c'est le tien, ça. Et c'est gérer ma boîte, et c'est gagner de l'argent et pas savoir comment tu vois, en dépenser moins en friction fiscale, quoi. Tu vois, enfin. Ouais. Bah, je te rassure d'autant plus que je crois que moi je suis plutôt phobique administratif, donc en l'occurrence je vois bien de quoi tu parles. Nous, notre conviction chez Epsor, c'est que on est là en tout cas pour faire fructifier le fruit du travail des gens. C'est-à-dire que l'épargne salariale, l'épargne retraite, c'est quelque chose qu'on va se constituer grâce à son employeur, et pas par magie, c'est juste parce qu'on bosse et grâce à son boulot, on récolte ces différentes primes et cette épargne qui se constitue. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'orienter et de simplifier le sujet pour les salariés, pour qu'ils se l'approprient en tant que tel et qu'ils fassent les bons choix d'épargne, les bons choix de placement, et les aider à préparer leur épargne, enfin leur projet de moyen et de long terme. Leur projet de moyen terme, c'est plutôt ce qu'on va préparer avec une épargne à 5 ans, et leur projet de long terme, c'est avec des plans retraite. La majorité quand on a démarré Epsor, on interrogeait pas mal de gens qui bénéficiaient d'épargne salariale. C'était en début 2017. Ok. Quand on interrogeait des salariés qui en bénéficiaient, la majorité des gens nous disaient en fait, je sais pas quoi faire, je comprends rien, je reçois une prime, j'ai 2 semaines pour faire un choix, je demande à mon voisin de bureau la machine à café. Enfin, c'est vraiment il sait pas plus que moi. Voilà, et puis en fait, Gérard à la machine à café, il va me dire de faire ça, mais en fait, potentiellement pas du tout approprié à ma situation, mais je fais ça parce qu'il m'a dit de le faire, et du coup, je le fais tous les ans. Et en fait, ce qui, à la fin, arrive, c'est... Gérard est de bons conseils, souvent. Gérard est parfois de bons conseils. Pas toujours, mais comme tu le dis, pas pour lui-même, mais pas forcément pour toi. C'est ça. Exactement. Et donc, il se passe après ce qu'on a vu pas mal pendant le Covid, donc c'est amusé à faire un peu de veille sur les réseaux sociaux de ce qui se disait. Des gens qui disaient, mais mon épargne a fondu de 20%, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est des gens qui étaient investis, qui avaient du risque sur leur portefeuille, qui ne comprenaient absolument pas pourquoi. Des gens qui, au contraire... étaient complètement paumés, se disaient mais il paraît que ça chute, est-ce que je dois arbitrer, modifier mes placements, faire des retraits? D'autres qui au contraire se disaient est-ce que c'est le moment d'investir? Enfin voilà, on est face à des sujets, franchement, la majorité des gens, tu leur parles du DC d'un fonds, donc c'est la documentation qui parle d'un fonds dans lequel ils peuvent investir. Pour 95% des gens, ça ne les intéresse pas, ou même si ça pouvait les intéresser, ils comprennent pas complètement ce qu'il y a dedans. Et en fait, on peut pas leur en vouloir. Je veux dire, si tu viens d'ici, c'est globalement assez chiant. Enfin, c'est pas non plus le truc avec tu vois, une quarantaine d'épisodes de La Martingale, je commence à un peu plus voir. On m'a quand même parlé de fond. Mais en fait, ce qui est relou, c'est que, tu vois, en plus, tout à l'heure, je te parlais de ces trucs-là mais après, t'as le PEL, le PEA, le machin, le truc, et en fait, t'en as partout. Et voilà. Et en plus, on te dit, moi, ce qui m'a agacé par rapport à ce que tu dis, c'est que mon truc a fondu de 20%, 30%. Moi, ce qui m'a juste frappé, et alors ça, je sais pas, ça me rend ouf. Et là, tu veux dire que je dois être un blaireau, mais les premiers moments où j'ai investi dans des PEA, PEL, etc., moi, je suis plutôt un truc où j'aime bien les profils un peu dynamiques. Je vais pas partir dans un truc complètement barjot, mais tu vois, et voilà. Et puis, évidemment, j'ai dû commencer en 2005, 2006. Puis, tu vois, tu te fais éclater, la crise de subprime, les machins, les trucs, 2012, 2000 machins. Puis, à la fin, en effet, t'as mis... pas grand chose, mais 5000, 6000, 7000, puis il t'en reste 4000, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, bon. Et puis là, après, du coup, j'ai arrêté, ça m'a saoulé un peu, j'exagère. Et là, tu vois, de 2014 à 2020,
t'avais mis 4000 et il reste 4000. Et là, tu te dis, non, mais attends, je me suis fait éclater à la baisse, mais à la haute, j'ai rien pris. J'ai pas compris, en fait. Je sais pas si tu peux m'expliquer ça, mais alors, t'es pas rentré dans les fonds, les supports dont je te parle précisément. Mais tu vois, il y a un moment, j'ai quand même un peu l'impression d'être le dindon de la farce dans ces trucs-là. Mais Ouais, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que. Merci. Non, mais honnêtement, ça dépend vraiment de la qualité de ce à quoi on te donne accès. Et en fait, tu vois, tu parlais tout à l'heure, on me parle de mon Madelin, de machin. Enfin, je veux dire, on te parle de sujets. C'est pas sexy pour un sou. Du coup, on t'envoie une espèce de brouillard dans lequel tu vas t'endormir et face auquel tu vas très souvent tu vas prendre parce que tu fais confiance. Et puis en fait derrière, à la fin, t'es pas servi, t'as pas ce que tu voulais. Et notre philosophie, nous, c'est d'essayer d'expliquer avec des mots qui ne sont pas des mots complexes, d'apporter en tout cas de la transparence la plus forte sur les frais. Comprendre, en fait, c'est quand même hyper important parce que souvent, quand il n'y a pas de transparence sur les frais, c'est qu'il y a quand même un truc derrière. C'est qu'il y a beaucoup de frais, généralement. C'est souvent qu'il y a beaucoup de frais et puis c'est à un moment, l'interlocuteur à qui tu fais confiance, en fait, tu lui fais confiance parce que tu penses qu'il est super sympa et tout ça. En fait, non, tu fais confiance, mais lui, en contrepartie, il se rémunère fortement. Donc, il faut comprendre, on essaye en tout cas d'apporter de la confiance avec de la transparence dans les frais. Donc, c'est quoi vos frais, par exemple ? Nos frais, ils sont très simples. Tu peux avoir, quand tu investis dans des supports de placement, que ce soit sur un PEL, sur un PEA, sur un compte titre, et sur un PE ou un PER, des frais d'entrée une fois que tu investis dans ces supports, et ensuite des frais sur les fonds dans lesquels tu as investi. Ce qui est important pour nous, c'est que ces frais soient explicités. Mais en l'occurrence, chez nous, c'est entre au maximum 1% de frais d'entrée, mais dans la majorité des cas, on est à 0%. Pour toutes les entreprises qui viennent, qui sont déjà équipées, on est à 0% de frais d'entrée. Donc, c'est là 90% de nos épargnants. Et ensuite, c'est sur les frais de gestion, on affiche, nous, des fonds, ce qui n'existe pas en épargne salariale, que des fonds qui sont accessibles aussi en assurance vie, sur un PEA, que tu peux aller voir sur Bourso, Contalis, etc., pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Je peux m'éclater, moi. Je suis en train de regarder, pardon, mes notes avec... je suis à 4,5% de frais sur mon Madelin à l'entrée. C'est vrai ? C'est n'importe quoi. Ah oui, non, mais bravo. Ouais. Et 0,80% des intérêts gagnés. Mais donc, de toute façon, il n'y aura pas d'intérêt gagné puisque je me suis tellement fait mais en fait, quand tu prends 4,5% de frais d'entrée aujourd'hui, et honnêtement, les performances en ce moment, quand tu as un fonds euro qui te sert à peine 1%, quand tu prends 4,5% de frais d'entrée, honnêtement, c'est prohibitif et ça vient tuer tout l'intérêt fiscal. Sauf qu'en fait, toi, tu viens pour l'intérêt fiscal du dispositif, et en fait, tu te fais complètement retourner derrière. Et donc, notre objectif, c'est d'apporter de la transparence sur ça, de comprendre qui paye quoi entre l'entreprise et le salarié, et ensuite, c'est de détricoter tout le produit financier qui était proposé en épargne salariale pour proposer un produit plus pur, plus transparent, plus responsable, pour comprendre aussi ce sur quoi tu investis derrière. C'est important, et c'était important par le passé, ça devient de plus en plus important. Ok. Oui, c'était il y a quelques années, ça c'était à peu près standard, hein, je crois d'ailleurs. Mais... Pardon, une des choses qui m'a intéressé aussi dans notre échange hier, c'était que tu me disais que l'entreprise, enfin moi, je commence, malgré ce que je viens de dire, c'est un vieux truc que je viens de redécouvrir en direct avec vous. Ne me prenez pas pour un dindon. Mais c'est quand même, tu vois... quelques bons fonds, avec grâce à la martingale, grâce à mon intérêt aussi croissant pour les entreprises, les fonds, etc., d'avoir quand même, là pour le coup, fait des bons investissements, un certain nombre de bonnes choses, voilà. Et si je comprends bien ce que tu proposes, alors avec Epsor, tu vas me dire qui d'autre propose ça en fait, comment si demain je veux aller voir mon employeur et lui dire tiens, j'aimerais bien faire ce machin, je peux lui dire d'aller voir qui en dehors d'Epsor, voilà. Mais chez vous, il y a un truc qui est intéressant, c'est que je peux éventuellement te dire, moi j'aimerais bien que mes employés, ou peut-être que mes employés peuvent me demander, mais nous on aimerait bien avoir accès à tel et tel fonds, avec peut-être moins de frais d'entrée, je sais pas, moins un fonds à impact parce qu'on veut juste investir dans du solidaire et du socialement responsable, ou un fonds qui correspond aux valeurs, à ma persona, enfin à mon mission statement, à mon entreprise, etc. C'est des choses que vous proposez, c'est ça ? Exactement. En fait, on a un gros avantage sur ça, c'est qu'on est complètement indépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs de l'épargne salariale, quand on a accès souvent à l'épargne salariale, on a accès au dispositif bancaire choisi par son entreprise, et souvent l'entreprise a choisi sa banque pour sortir la solution d'épargne salariale. Donc je prends une grosse banque française rouge ou verte par exemple. Exactement. Et je dis tiens, je vais te proposer des produits
rouge dans mon épargne salariale ou vert, mais si je suis vert, mais voilà, je ne te proposerai pas de vert, tu auras du vert. Ouais, si je suis rouge, tu auras du rouge. Voilà. Si je suis bleu, tu auras du bleu. Ouais. Et en fait, il y a plein si d'autres... je te dis je voudrais du rouge alors que t'es bleu, on va dire oui, c'est possible, mais c'est compliqué, on va voir. Et puis en fait, ça reviendra jamais, puis ça se fera jamais de toute façon. Si chez nous, d'abord, on est capable d'aller chercher du vert, du rouge, du bleu, mais on est aussi capable d'aller chercher du jaune ou du rose fluo qui se fait par une petite société de gestion qui fait un truc super sur l'investissement même de l'arc-en-ciel. Impact, exactement, peut-être même de l'arc-en-ciel, parce qu'on est indépendant là-dessus et on va composer le produit le plus compétitif en termes de performance et en termes d'épargne responsable. On a... Je pense à eux parce qu'on échangeait avec eux ce matin. On a un fonds qu'on adore qui s'appelle Positive Impact chez Financière de l'Échiquier, qui est un fonds ISR, donc investissement socialement responsable, hyper quali, en tout cas un des plus quali du marché selon nous. Je leur fais une petite pub au passage. On les embrasse. On est hyper ravis d'aller les chercher et de les proposer en standard dans tous nos plans. Après, une entreprise, elle peut faire le choix par rapport à ce qu'on a déjà référencé. Parfois, une entreprise peut nous dire moi, j'aimerais vraiment voir ce fonds-là. Dans ces cas-là, nous, on le regarde. On dit, est-ce qu'il est éligible ou pas, juridiquement, techniquement, l'épargne salariale. Et ensuite, 2, est-ce qu'on accepte de le référencer ou pas. Ça nous est déjà arrivé de dire non. On nous avait déjà demandé, notamment, de référencer H2O. Je pense que tu connais. Bien sûr, on a la martingale, on connaît. Mais... Il faudrait que je refasse un épisode sur H2O parce qu'on en avait parlé à une époque où H2O était on fire et du coup, évidemment, c'était un super endroit. Et en effet, j'ai entendu ton A. Je crois qu'H2O est plus vraiment totalement on fire. Ouais. Non, totalement on fire. Et notre directeur d'investissement a refusé. On a failli perdre le deal. On a expliqué pourquoi on refusait. On voulait pas les référencer. Et en l'occurrence, le client cet été nous a dit qu'on avait bien fait de refuser. Mais voilà, nous, on a aussi un filtre parce qu'on a un rôle de conseil financier et qu'on ne veut pas non plus tout référencer. On a beau, parfois, ça a l'air très joli parce que c'est très, très vert ou c'est très arc-en-ciel ou c'est tout ce qu'on veut. Mais derrière, il faut aussi avoir une expertise financière pour pouvoir juger de la qualité. C'est intéressant. Il n'y a pas de notion morale là-dessus. Vous pourriez refuser si je te dis, moi, je veux faire un Vice Fund avec du porn, si, oui. de l'armement et du nucléaire et... Non, honnêtement, on a chez nous cannabis. On a chez nous pour le coup un prisme épargne responsable très très fort. On a, une culture, une génération d'employés où on a envie de participer au fait de faire bouger les lignes. La finance est un outil, c'est rien d'autre qu'un outil. Quand on épargne, on a un impact social, un impact environnemental, et en l'occurrence, on est plutôt dans la logique contraire de sensibiliser les boîtes sur ça. On a des épargnants, on a plus de 50% de nos épargnants qui choisissent des profils avec une coloration épargne responsable à 100%. D'accord. Donc c'est vraiment un souhait de nos épargnants. C'est nouveau ça ? Depuis que vous existez, non, du coup c'est plus le début, mais... Alors, depuis le début, on a demandé, on demandait aux gens s'ils avaient une coloration qu'ils voulaient mettre dans leur épargne, soit épargne responsable, soit PME française, soit nouvelle techno, ou pas de coloration particulière. L'épargne responsable a toujours été devant, mais là, on voit un vrai mouvement de fond depuis plus d'un an, où le truc est à plus de 50% de tous les nouveaux épargnants de tous les mois depuis plus d'un an. Et notre objectif, c'est de faire en sorte, même si on se place à horizon 2 ans, de faire qu'on n'ait plus que de l'épargne responsable et que les gens qui veulent de l'épargne responsable vraiment très très forte, on soit capable d'aller sortir de la finance à impact encore plus, c'est d'aller encore un cran plus loin sur toute cette jauge de l'épargne responsable. Parce que derrière l'épargne responsable, il peut se cacher beaucoup de choses différentes. C'est intéressant parce que ça sensibilise. Et alors c'est un peu, surtout si tu vas sur l'impact, l'épargne responsable, etc., c'est un peu bon sur toute la ligne, quoi. Je veux dire... Finalement, on trouve vraiment l'intérêt de cette discussion super chiante que j'ai avec toi sur l'épargne salariale. Non, mais c'est vrai, c'est que tu te dis... Bon, après, on peut se dire aussi, évidemment, moi je dis pas que c'est pas bien de payer des impôts, qu'une entreprise elle doit participer à la société, que les salariés en payant des impôts doivent participer à la société, c'est très bien, mais il y a un moment où si tu te dis, ok, moi j'y participe autrement, en finançant autrement des projets qui sont vertueux, et que tout ça, je suis un peu rémunéré, ou j'ai une carotte pour ce truc-là, bah c'est cool, quoi. Ouais, mais
Ça me fait rire ce que tu disais sur le côté chiant. Pour le coup, si l'épargne salariale est chiante, on fait aussi de l'épargne retraite. Alors pour le coup, c'est encore un cran au-dessus. T'as remarqué que je l'évite depuis tout à l'heure. C'est encore un cran au-dessus. On a pas trop parlé de Madelin, d'Article 83. Alors là, c'est vraiment dans les trucs, vraiment encore un cran au-dessus, quoi. Mais s'il y a un truc qui est important pour moi dans l'épargne salariale par rapport à tout ce que tu dis, c'est effectivement, il y a ce volet investissement responsable qui est possible et tout ça. Mais c'est surtout, pourquoi l'épargne salariale c'est important, c'est que c'est quand même un outil. Plus de la moitié des actifs ont accès à cet outil d'épargne, et en fait ça représente pour ceux qui en bénéficient plus d'un quart de leur épargne personnelle. C'est-à-dire que, et c'est souvent pour la majorité de Français qui n'ont pas une épargne très importante, ben en fait ça représente parfois leur seul outil d'investissement. En fait, souvent le reste c'est sur un livret A, le reste c'est sur un PEL, et en fait finalement je vais faire de l'investissement via ça. Et donc l'idée c'est vraiment de les sensibiliser à ce que ça veut dire que d'investir. Quand on investit dans un fonds, en fait, il faut comprendre qu'on investit dans des entreprises. Dans quel type d'entreprise j'investis. Moi, si j'investis dans un truc où il y a écrit demain et sustainable growth, et que en fait mes premières lignes c'est les GAFA. Enfin, je suis voilà. Pas exactement en cohérence, quoi. Donc c'est important de réconcilier sur ces outils-là qui sont un outil qui est utilisé par la majorité des Français. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu dis 25% de leur en fait, si tu mets de leur épargne ou de leur patrimoine, de leur épargne, quand même, tu mets pas l'immobilier dedans, par exemple. Mais en fait, même dans l'épargne, je veux dire, quand tu mets tout ça bout à bout, si c'est bien fait, par rapport à des actions, par rapport à justement des PEL, des machins qui ont eu des frictions déjà fiscales très fortes, etc. En fait, plus tu as une grosse part, si les fonds que tu as choisis sont bons et correspondent à ce que tu veux faire. Alors, tu peux en changer en cours des fonds. Par exemple, je suis chez toi, je peux aller sur l'interface, dire en fait, je veux vendre ces trucs, passer sur un autre fonds. Alors, tu as des frais, j'imagine, sortie, entrée, non ? Aucun. Toi, tu es juste sur des frais de gestion annuels. Qui est des frais à la charge de l'entreprise. D'accord. Le frais est à la charge de l'entreprise ? Non. Les frais de gestion des supports sont à la charge des épargnants, parce qu'en fonction de ce que tu choisis, c'est quand même assez différent. Mais sinon, pas de frais d'arbitrage. L'idée, c'est de rendre, enfin, on est un des rares à le faire, mais de rendre les gens libres et autonomes, libres d'en changer. Ils ont déjà un blocage à 5 ans, ce qui en plus, tu prends des fees à chaque fois que tu changes de support, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais donc, 0 frais d'arbitrage, pas de frais d'entrée et de sortie en cas de changement d'un support. Et les politiques des boîtes, c'est souvent c'est lié au salaire, ou c'est souvent lié à c'est even pour tout le monde, il y a tout, mais tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que je donne 1 000 € à tout le monde, comme je disais pour Peugeot moi j'aime bien cette répartition, mais après en fait, ça dépend des cultures de boîte. L'entreprise peut répartir en fonction du salaire, du temps de présence ou la même chose pour tout le monde. On voit de plus en plus d'entreprises qui appliquent la même chose pour tout le monde, là où même si la majorité reste sur proportionnel au salaire. Oui, après, quand tu dis temps de présence, c'est sûr que tu peux te dire un 4/5e, c'est normal qu'ils prennent 4/5e par rapport aux autres. Exactement. Ça pourrait être normal, en tout cas. C'est ça. Ok. Un carton qui gagnerait le même prime que des temps pleins, c'est pas forcément logique. Oui. Ok. Et du coup, si... c'est intéressant. Non, j'ai perdu le fil de mon truc, j'essaie de me projeter dans la boîte. Oui, pardon, les mandataires sociaux, c'est ça que tu me disais hier. Donc en plus, je peux même y avoir droit. Alors, mais ça veut dire, c'est là où tu parlais d'indépendants et d'entrepreneurs, c'est-à-dire que si j'ai une boîte et que je suis mandataire social et que j'ai pas d'employé, je peux mettre un plan d'épargne salariale Alors, pas si j'ai pas d'employé. C'est ça le sujet. C'est qu'il faut avoir un employé, même s'il est pas à temps plein, mais il faut avoir un employé dans la structure. Ma femme, par exemple. Mais il faut avoir... Bienvenue chez les Tiberi. Pardon. mais il faut avoir un employé dans la structure pour pouvoir le mettre en place, et en tant que mandataire, tu peux en bénéficier. Mais... je vais devoir me couper, m'auto-censurer ce truc. Non, je pense qu'ils écoutent pas ce... Je suis pas sûr qu'ils écoutent ce podcast. Non, sait-on jamais. Genre. Mais oui, tu peux en bénéficier en tant que mandataire social. Et c'est aussi d'ailleurs. Je pense qu'ils en ont bénéficié. Mais oui, c'est hyper utile. C'est hyper utile aussi pour ça. Et voilà. C'est bonne blague. Ok. Bah écoute, non, c'était pas si chiant que ça en fait.
Ça donne. Non, il y a une vraie logique à plein d'aspects. Alors évidemment, je pense qu'on peut le voir complètement autrement avec des acteurs beaucoup plus obscurs. Voilà, en plus, il finit par des gros fails en buvant dans le micro. Je suis désolé. Il s'en met partout. Voilà. Magnifique. C'est hyper intéressant. Il va falloir qu'on creuse ça chez nous. Moi, je vous recommande quand même de creuser ça et potentiellement de voir aussi. Alors deux choses, mais moi j'ai été très séduit par Epsor sans faire de promotion. Et encore une fois, en tout cas, j'ai rien négocié encore. Non, normalement, je touche rien. Voilà, c'est de l'éditorial. Il me fera peut-être une réduc quand je le passerai chez Cosa Vostra, mais non, je pense que ça vaut le coup de diguer les nouveaux acteurs que sont Epsor et peut-être d'autres. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Et pour voir un peu ce qui est proposé en alternative par rapport à ce que vous avez pour ceux qui en bénéficient, pour ceux qui en bénéficient pas, en tout cas, moi, une fois que j'ai écouté ça, alors comment, tiens, tu pourrais dire, au lieu de dire à ceux qui écoutent ça et qui doivent convaincre leur patron ou qu'il faut y aller, je leur dirais évidemment, écoutez cet épisode de La Martingale, donc vous le partagez et puis comme ça, je vous serai éternellement reconnaissant comme à chaque épisode. Mais sinon, je sais pas, tu pourrais me partager un best practice, un email à partager, un PDF que je pourrais partager sur les notes de cet épisode ou un truc. Comment on fait pour convaincre ? Ouais, carrément. On pourra t'envoyer un petit pitch pour soit pour mettre en place, mais aussi surtout pour transférer. Une bonne partie la majeure partie de notre activité, c'est de basculer des entreprises qui étaient sur des acteurs historiques. Et donc, nos concurrents, c'est des banques et des assureurs, majoritairement des banques. Bleu, vert, jaune et rouge. Exactement. De les basculer vers Epsor. Le transfert, c'est hyper simple. On prend en charge tout ça pour les entreprises. Et les entreprises, elles viennent chez nous souvent après avoir compris, du coup, l'intérêt du dispositif. Du coup, elles ont bien compris l'intérêt fiscal de mettre ça en place. Et en fait, elles viennent chez nous pour mieux valoriser et revaloriser ça et avoir deux choses. C'est une expérience collaborateur beaucoup plus sympa, du conseil personnalisé pour le collaborateur. Et surtout, un produit financier plus compétitif, plus transparent, plus responsable. Donc ça, elles viennent le chercher chez nous. Et ensuite, nous, un élément peut-être qui me paraît important, que je pourrais aussi te partager, donc à la fois les éléments pour convaincre, à la fois à l'équipement et au transfert, c'est un outil en tant qu'épargnant qu'on pourra partager, c'est de comprendre vraiment pourquoi c'est intéressant de l'utiliser, même au-delà de la participation, l'intéressement que peut me fournir mon entreprise. On peut y verser son épargne plutôt que d'aller le mettre sur un livret d'épargne, un PEA ou un compte titre. On a souvent beaucoup d'intérêt à le faire parce que fiscalement, c'est les enveloppes d'épargne, un PE et un PER, les plus attractifs du marché. Il n'y a pas mieux qu'un PER ou qu'un PE pour la retraite ou pour de l'épargne moyen terme. Donc ça veut dire que, attends, moi j'ai de l'argent de côté, je peux venir sur mon compte Epsor et y mettre alors qui a été fiscalisé, etc., et me mettre de l'argent dessus. Exactement. Ok, très bien. Exactement. Abondé ou ok. Et pourquoi ? Parce que fiscalement, c'est une enveloppe hyper intéressante, d'une part, et souvent parce qu'en fait, comme c'est un dispositif collectif via mon entreprise, finalement, via mon entreprise, j'ai accès à des conditions de marché, des conditions tarifaires beaucoup plus intéressantes que ce que je vais avoir seul. C'est comme si je passe par un grossiste, je vais avoir des conditions tarifaires qui sont souvent beaucoup plus clean. Pas de prêt à l'entrée. Exactement. Et donc ça, c'est un vrai point fort. Et on a des entreprises, pour le coup, on voit des épargnants qui ont bien compris ça et qui, Epsor devient, alors peut-être pas leur première enveloppe d'épargne, mais en tout cas une des enveloppes d'épargne les plus utilisées. C'est quoi ton métrique, toi, ta North Star du coup, là, je vais pas rentrer dans ces détails, mais tu cherches un nombre d'entreprises ou un nombre d'employés finaux, du coup? Les deux. Les deux, mais surtout le nombre d'épargnants. C'est combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a plus de 15 000 épargnants chez Epsor. Donc, tu vois, je pense qu'on a plus d'épargnants que la majorité de toutes les fintechs qui peuvent exister en B2C, où la difficulté, c'est l'acquisition client. On vient d'avoir le go sur un transfert d'une entreprise de 4000 salariés. Enfin, tu vois, du coup, on va passer la barre des 20 000. Donc, on a une croissance qui est quand même assez rapide liée à ces transferts-là. Et en fait, la deuxième métrique qu'on va regarder, c'est les encours, un peu sous gestion, les encours qu'on collecte. Et donc là, on est à plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, l'objectif pour 2021, ce sera d'atteindre aussi vite que possible le milliard d'actifs, quoi. Fantastique. Écoute. C'est l'ambition. Belle aventure. Belle aventure. Écoute, merci d'avoir rendu
cette notion d'épargne, ce sujet épargne salariale presque intéressant. Non, intéressant, vraiment intéressant, presque sexy, j'allais dire. Si je devais te demander à toi, ta martingale à toi, Julien, c'est quoi ? La martingale à moi, c'est une bonne question. J'ai mis une pause beaucoup trop longue. Non, j'allais dire, vous inquiétez pas, il est toujours là, parce que de temps en temps, les auditeurs ont l'impression qu'on les a loupés, mais je laisse volontairement les blancs, parce que c'est intéressant. C'est difficile, je suis en train de penser à des sujets très perso, des sujets très pro, donc du coup, Crypto, or, vin, où est-ce que tu t'éclates ou tu fais de l'argent, tu places, c'est sans doute Epsor au fond. Enfin, oui, ton entreprise à toi. Enfin, ouais, c'est pour le coup, c'est sûr que c'est le plus gros investissement sur lequel je suis. Donc ma martingale à moi, c'est sûr, c'est celle-là. Et à plus court terme là, c'est justement sur je fais un peu de pub pour un des supports qu'on commercialise. C'est un fonds qu'on commercialise qui est un fonds de private equity de BPI France qu'on référence sur notre PER et qui est, je trouve, assez sexy sur plein d'aspects, à la fois en termes de placement, de responsabilité, voilà. Donc, c'est la BPI qui va financer. Ils ont un fonds et eux, ils abondent, j'imagine, avec leur argent public aussi, en plus, c'est ça ? Non, en fait, c'est un fonds qui permet d'investir dans 1500 entreprises françaises. Et c'est un fonds qui est structuré par BPI France. BPI France, depuis pas mal d'années, enfin depuis de nombreuses années, investit dans des entreprises et en fait là vend en secondaire une partie de leur participation, dans des fonds. Et donc en fait ça permet en tant qu'épargnant d'investir dans ce portefeuille de 1500 entreprises françaises. Et alors je sais pas si c'est ma martingale, mais en tout cas c'est mon petit chouchou du moment, quoi. Ok, clairement. Cool. On te trouve sur LinkedIn, Julien Niquet, N-I-Q-U-E-T, Epsor, ailleurs, un endroit où tu aimes bien dialoguer, partager, ou c'est bien LinkedIn LinkedIn, c'est pas mal, hein. Okay. C'est quand même là où on est le plus souvent. Twitter un petit peu, okay. Facebook, pas beaucoup. Voilà. On peut t'ajouter, voilà. Et puis, si vous venez de ma part, je suis sûr que vous aurez au moins un tapis rouge déroulé, peut-être des conditions particulières. Avec grand plaisir. Voilà. N'hésitez pas en tout cas et merci à toi Julien. Merci beaucoup. Épisode. Merci à toi. Et puis merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plu. Ça m'a chauffé cette histoire. J'étais pas complètement chaud, je dois vous dire. On l'a senti, je pense, au long de cet épisode. Même hier, Julien, quand je l'ai appelé, il s'est dit oula, il va être relou lui son épisode. Mais voilà, j'ai trouvé ça bien. Donc merci à vous. Partagez la martingale. Ça grossit de manière incroyable ce podcast et ça me permet d'avoir des invités de plus en plus incroyables comme aujourd'hui avec Julien et j'espère des connaissances qui feront que j'arrêterai de ce pas de me faire éclater à 4,5% à l'entrée et ne vous moquez pas s'il vous plaît et partagez plutôt, c'est mieux. Allez, salut, à bientôt sur la martingale, ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.